19h temps universel, merci infiniment de rester fidèle à Chérif La TV. Tout de suite, un nouveau flash d'informations dont voici le principal titre. Pour la deuxième fois, les ministres français et allemands des Affaires étrangères entament une visite de 48 heures au Mali après celle effectuée en Mauritanie. Le terrorisme plus que jamais au cœur des préoccupations européennes, d'où la nécessité de déployer des moyens conséquents pour soutenir le Mali et l'ensemble des régions menacées. Nous sommes le samedi 8 avril 2017. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'information sur Chérif La TV. Chez nous, au Nord Mali, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, s'est rendu à Gao avec son homologue allemand où ils ont rencontré les soldats allemands de la MINUSMA dans la journée du vendredi 7 avril. Ils sont ensuite revenus à Bamako pour un entretien avec le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Une visite passée sous silence en raison des événements en Syrie, mais qui a quand même permis au ministre de lancer un appel à plus de solidarité européenne pour lutter efficacement contre le terrorisme. Youssouf Koulibaly pour le commentaire. Jean-Marc Ayrault a passé un long moment dans le camp du contingent allemand de la mission de l'ONU avant de se recueillir lors d'une cérémonie à huis clos devant le cercueil du soldat français tué mercredi 5 avril. Nous sommes engagés dans un combat, a rappelé le chef de la diplomatie française. C'est un combat sans ambiguïté et contre le terrorisme, contre ceux qui se revendiquent du terrorisme, et donc il n'y en a qu'un moyen, il n'y en a pas deux. Jean-Marc Ayrault fait référence aux entremoiements du gouvernement malien qui évoquèrent sur les antennes de RFI la possibilité de dialoguer avec le chef djihadiste Iyad Agali notamment. Le président malien a assuré au ministre français qu'il n'y aura aucune négociation avec les terroristes. Quant à la situation dans le centre du Mali, Barkhane a réorganisé son dispositif. Le ministre français des Affaires étrangères a enfin appelé à plus de soutien de la part de l'Union européenne. Sa visite à Gao, aux côtés de son homologue allemand qui vient de fournir une large contribution à la MINUSMA, avec près de 1000 hommes et des hélicoptères, n'est certainement pas dû au hasard. Nous restons donc à Bamako, la capitale qui reçoit depuis ce samedi matin une personnalité religieuse. Cheikh Tidiane Ali Cissé a été accueilli à l'aéroport par plusieurs fidèles musulmans, parmi lesquels Cheikh Harouna Sangaré, qui a bien voulu inviter cette sommité, khalife général de la Tarika Tidjania. Cheikh Tidiane Ali Cissé est l'imam de la mosquée de Kaolack au Sénégal. Petit-fils de Cheikh Ibrahim Niass, l'homme est également détenteur de plusieurs secrets légués par son grand-père. Écoutons le porte-parole de la partie invitante, Cheikh Harouna Sangaré, qui est au micro de Ousmane Khan. Nous rendons grâce à Dieu parce que recevoir un grand homme comme Cheikh Tidiane Ali Cissé aujourd'hui dans notre pays est un bonheur pour le Mali. Parce qu'aujourd'hui, notre pays est dans une situation vraiment qui n'est pas du tout bon. Alors c'est une occasion pour le peuple malien de profiter de la présence de ces grands saints afin de prier pour la paix, la stabilité et la réconciliation dans notre pays. Vous savez, la force d'un croyant, c'est la prière. Donc avec les bénédictions, nous avons espoir que, Inch'Allah Rabbul Alamin, notre pays retrouvera la paix. Les populations maliennes, Inch'Allah Rabbul Alamin, seront donc dans un pays de paix et de stabilité. Donc c'est la raison pour laquelle nous l'avons invité. Nous l'avons demandé de venir nous assister. Parce que ce n'est pas parce que nous ne prions pas tous les jours pour le Mali ici. Les grands érudits de notre pays, les grands chefs de notre pays, les grands imams de notre pays ont toujours prié pour la paix et la sécurité dans notre pays. Et ces prières-là nous montrent des signes que, Inch'Allah Rabbul Alamin, notre pays est donc sur le chemin de sortie de cette crise. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui de la présence de ces grands cheikhs sur notre territoire malien. Cheikh Tidiane Ali Cissé est l'imam de la grande Zawiya donc de Cheikh Ibrahim Niass. Il est le petit-fils direct de Cheikh Ibrahim Niass. Il est le détenteur des secrets de Cheikh Ibrahim Niass. Son père Cheikh Ali Cissé était la clé
de Cheikh Ibrahim Niass. Cheikh Ibrahim Niass a dit que tout ce que Dieu m'a donné, je l'ai donné à Cheikh Aliou Cissé. Et Cheikh Aliou Cissé a dit tout ce que Cheikh Ibrahim Niass m'a donné, je l'ai donné à mon fils Cheikh Tidiane Aliou Cissé. Donc aujourd'hui, ce grand khalifa de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu anhu, foulé sur le sol de notre pays est un grand bonheur pour nous. Remise de dons composés d'importants matériels de conservation et de commercialisation de poissons frais aux femmes de la coopérative Benkadi. L'initiative est celle d'une ONG dénommée Djegeni Djaba, appuyée dans sa démarche citoyenne par la direction régionale de la pêche du district de Bamako. Un geste hautement apprécié par les bénéficiaires qui peinent en ce moment à bien conserver leurs poissons à cause justement de cette période caniculaire. Ousmane Sogoré et Seydou Niareya étaient présents à la cérémonie pour Chérifla Actualité. Le marché de Médine en commune 2 du district est le plus important lieu de transit et de commercialisation des poissons à Bamako. Par rapport au genre, les femmes représentent 98% de cette activité. Pourtant, la canicule en ce moment et les mauvaises conditions de transport favorisent la décomposition de ce produit alimentaire. C'est pourquoi la direction régionale de la pêche, dans sa mission d'appui aux organisations paysannes et la valorisation des produits de pêche en partenariat avec l'ONG Djegeni Djaba, a initié ce produit pour appuyer les femmes dans leurs activités, d'où cette remise des matériels. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est le fruit du partenariat entre la coopérative Benkadi, des vendeuses de poissons frais du marché de Médine, la direction régionale de la pêche du district de Bamako et le projet de Djegeni Djaba en partenariat avec ICO Coopération. Mesdames et messieurs, à la date du 23 février 2017, le projet Djegeni Djaba a reçu une requête de la direction régionale de la pêche du district de Bamako relative à un appui, un équipement et au suivi rapproché des vendeuses membres de la coopérative Benkadi. Le projet Djegeni Djaba a jugé redevable cette requête qui permettra aux petites vendeuses de mettre à la disposition des consommateurs du poisson frais de meilleure qualité grâce au maintien de la chaîne de froid jusqu'à l'étalage de vente aux consommateurs. Mesdames et messieurs, dans la chaîne de valeur poisson, le maillon commercialisation de détail est moins pris en compte dans les appuis et souvent défaillant, ce qui fait que la condition du poisson se détériore le plus souvent à la fin de la chaîne. Dans ce domaine, l'innovation identifiée par le projet Djegeni Djaba en partenariat avec ICO Coopération consisterait à ajouter des contenants permettant un conditionnement au niveau du marché qui aiderait à maintenir le froid jusqu'au moment de la vente. Financé à hauteur de plus de 8 millions de nos francs par l'ONG Djegeni Djaba, ces matériels se composent de 100 glacières, 70 balances et 10 bâches, une action sociale saluée à sa juste valeur par la représentante du ministère de l'Élevage et de la Pêche. Mesdames et messieurs, la cérémonie de remise de matériel de conservation du poisson à une centaine de femmes de la coopérative Benkadi du marché d'Oslo Traoré de Médine relève de la mise en œuvre d'un projet d'appui aux femmes vendeuses de poissons initié par la direction régionale de la pêche du district de Bamako grâce à un financement de Djegeni Djaba. L'initiative d'un coût de 8 805 000 francs CFA rentre dans le cadre d'une convention tripartite de collaboration signée entre la SNC, la Valais, Mali, la direction régionale de la pêche du district de Bamako et la coopérative Benkadi. L'objectif global du projet est de contribuer au renforcement des capacités et à l'autonomisation des femmes de la filière poisson. Il vise notamment à augmenter les revenus de 100 femmes vendeuses de poissons, renforcer le niveau d'équipement de 100 mareyeuses, valoriser les captures en réduisant les pertes post-capture, améliorer l'hygiène des produits de pêche sur le marché et les aires de vente, mettre à la disposition des consommateurs du poisson de qualité et sensibiliser les femmes pour le changement de comportement et l'adoption de bonnes pratiques d'hygiène et de conservation du poisson. Rappelons que ce projet a pour objectif de contribuer au renforcement des capacités
et l'autonomisation des femmes. L'actualité au plan international reste encore dominée par les frappes américaines en Syrie sous le commandement du nouveau locataire de la Maison Blanche. Bombardement diversement apprécié par les pays puissants. Pendant que Londres exprime son approbation à cette intervention militaire, le Kremlin de Poutine la condamne fermement et estime que Washington s'attaque à un État souverain sans autorisation préalable du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est Kafuna Batili qui nous signe ici le commentaire. Les frappes américaines en Syrie sont une agression contre un État souverain. C'est ainsi qu'a réagi le Kremlin après l'opération américaine contre une base aérienne syrienne. Le porte-parole du président russe a évoqué un préjudice considérable pour les relations entre Moscou et Washington. Le ministre des Affaires étrangères a renchéri en rappelant le précédent irakien. Il est clair que ces frappes avaient été planifiées à l'avance, a-t-elle déclaré. Pour tous les experts, il est clair que Washington a pris sa décision avant les événements à Idlib. Et cela a été un prétexte pour une démonstration de force. Cela me rappelle la situation en 2003, lorsque les États-Unis et le Royaume-Uni, aux côtés de certains de leurs alliés, ont attaqué Irak sans l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies et en violation du droit international, a déclaré Sergei Lavrov. Au Royaume-Uni, le ministre de la Défense a lui pleinement soutenu les États-Unis, précisant qu'il s'agissait d'une opération strictement américaine qui n'impliquait pas la coalition dans son ensemble. Pour Michel Fallon, cela ne conduira pas à une escalade en Syrie. Cela a été une action très limitée, très appropriée, ciblée avec précision pour frapper l'aérodrome, les avions et les équipements que les États-Unis croient impliqués dans l'attaque chimique. Le but étant de dissuader le régime de mener de futures attaques et, espérons-le, de sauver des vies à l'avenir. Restons dans l'actualité internationale pour vous parler de cet attentat au camion bélier qui s'est produit ce vendredi midi en plein cœur de Stockholm, la capitale suédoise. Un camion fou a foncé sur des passants et a terminé sa course dans la façade d'un grand magasin. On déplore au moins 4 morts et 15 blessés, parmi lesquels des enfants. Certains sont grièvement touchés. La police est toujours à la recherche du chauffeur du camion qui a été volé lors d'une livraison à un bar à tabac. Elle a par ailleurs arrêté un homme dans la banlieue nord de la capitale suédoise qui pourrait être lié à l'attentat. Il ressemble fortement à l'individu dont les images avaient été diffusées auparavant, un homme relativement jeune portant une capuche noire, filmé par une caméra à proximité immédiate des lieux de l'attentat. 2 autres personnes ont aussi été entendues par la police. Le premier ministre Stefan Löfven, qui était en route vers Göteborg pour participer au congrès du Parti social-démocrate, a fait demi-tour. Il a rapidement réagi en déclarant que la Suède avait été attaquée et en confirmant que tout laisse penser à un attentat. Il a annoncé lors d'une conférence de presse au siège du gouvernement que le pays va renforcer ses contrôles aux frontières. Le drame s'est produit dans la rue piétonne la plus fréquentée de la capitale. La circulation dans les métros et les trains de banlieue a été entièrement interrompue avant de reprendre dans la soirée. La Suède avait été jusque-là relativement épargnée par la vague d'attentats souvent revendiqués par les groupes djihadistes. Voilà, ce qui nous amène à faire directement un tour d'horizon et c'est une compilation proposée par Moussa Fomba, c'est en bref et en images. La nomination en RDC de Bruno Tshibala Nzenze, ancien cadre du Parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social, passe mal auprès de la classe politique. Une marche pacifique prévue ce lundi 10 avril par l'opposition prévoit de dénoncer cette décision du président Joseph Kabila. Les réactions suite à cette nomination enflamment la toile. Pour les opposants à cette démarche, le choix de Tshibala est un pied de nez à la Senko, à l'accord du 31 décembre et à tout le peuple congolais. Un rassemblement au palais présidentiel serait le point de chute de cette marche. Du côté des partisans de Joseph Kabila, on rétorque que cette nomination respecte l'accord de la Saint-Sylvestre. Cet accord prévoit une cogestion du pays jusqu'à la tenue d'une présidentielle devant avoir lieu avant la fin de l'année. Après plus de 3 mois de dialogue initié par la Senko, la tenue de cette élection dans le délai prévu apparaît hautement incertaine.
Du Cap à Johannesburg, en passant par Pretoria, les rues d'Afrique du Sud étaient envahies vendredi par des dizaines de milliers de manifestants réclamant le départ du président Zuma suite à un récent remaniement d'une partie du gouvernement. Fait rare en Afrique du Sud, quelques centaines d'habitants principalement blancs vivant dans les quartiers les plus huppés du nord de Johannesburg ont également manifesté au carrefour des grandes artères de la capitale économique sud-africaine en brandissant des panneaux « Zuma doit partir ». Même le prix Nobel de la paix et ancien archevêque Desmond Tutu, figure de la lutte anti-apartheid, est sorti manifester dans la ville d'Hermanus, à une centaine de kilomètres du Cap. Jacob Zuma est en difficulté jusque dans son propre camp. Plusieurs cadres de l'ANC se sont élevés contre ce coup de force du président avant de finalement rentrer dans le rang. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, dont le directeur général vient d'effectuer une visite au Tchad et au Nigeria, signale l'urgence d'intervenir face aux conséquences du terrorisme. Il est essentiel d'intensifier immédiatement l'aide destinée aux communautés rurales menacées par la faim et vivant dans le bassin du lac Tchad, une région déchirée par le conflit, a déclaré José Graziano da Silva lors de sa visite dans l'une des zones affectées par le conflit au nord-est du Nigeria. Si nous ne parvenons pas à relancer la production agricole dès maintenant, les souffrances liées à la faim s'aggraveront et se généraliseront, tandis que la dépendance à l'aide extérieure se poursuivra à l'avenir. Il est temps d'agir maintenant, a-t-il ajouté. À la veille du début de la campagne agricole, des inquiétudes se font jour dans certaines localités de l'extrême nord du Nigeria, où les paysans rechignent à se rendre dans les champs par peur de tomber sur des engins explosifs dissimulés par les terroristes de Boko Haram. Voilà donc, c'est sur ces brèves commentées par Moussa Fomba que se referme cette édition d'information que j'ai eu le plaisir et l'honneur de vous présenter après quelques semaines d'absence. À 21h, vous avez rendez-vous avec Kafouné Bachili pour la présentation du bulletin d'information en langue nationale. Demain, 19h, ce sera la grande édition. Merci et bon week-end à toutes et à tous. À très bientôt.